Le premier budget du quinquennat Macron, on en parle avec nos invités Olivia Grégoire, Éric Coquerel. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau ce soir. Évidemment, on écoute très brièvement le ministre de l'économie Bruno Le Maire tout à l'heure nous qualifier ce budget. Enfin, nous voulons que ces transformations économiques, que ce soutien à l'innovation, à l'investissement, à la création d'emplois, puissent profiter à tous les Français. C'est un budget pour tous les Français, qui prend en compte les difficultés des uns et des autres. Éric Coquerel, le budget 2018 bénéficiera à tous les Français. Vous l'avez entendu de cette oreille aussi ? Pas vraiment, mais en plus de ça, là on a cet extrait, mais au moins on peut dire que... l'intégralité. Oui, mais on peut dire au moins une chose, c'est que Bruno Le Maire annonce la couleur, il est cash. Il explique très clairement que ce budget vise à favoriser les revenus capital. Pourquoi ? Parce que favoriser les revenus capital favoriserait l'investissement qui favoriserait l'emploi. C'est exactement ce que disait Helmut Schmidt dans les années 80. Lui dit que c'est une rupture. Nous disons qu'en réalité, c'est une continuité. En pire pour nous, c'est-à-dire là on atteint un degré plus important en France, mais si on regarde depuis maintenant une vingtaine d'années, on s'aperçoit que les revenus du capital ne cessent de croître par rapport aux revenus du travail, et que par contre on ne voit pas d'investissement, l'investissement fléchit dans le pays. Donc nous ne sommes pas d'accord avec cette logique. Deuxième pan du budget présenté, pour respecter les critères de Bruxelles, c'est effectivement une politique d'austérité avec moins de recettes et moins de dépenses. Et nous pensons qu'au-delà du caractère injuste de cette politique, ça peut enrayer à terme toute relance de l'activité économique. Voilà pourquoi nous le critiquons. Vous critiquez, Olivia Grégoire, moi je voudrais compléter la phrase de Bruno Le Maire. Si nous voulons garder nos talents, il faut supprimer l'ISF sur les valeurs mobilières. Est-ce que vous assumez que c'est un budget qui favorise aujourd'hui les plus riches, comme finalement Le Maire et Darmanin l'ont dit ? Alors, je suis d'accord sur absolument rien. Ni évidemment de ce que vient de dire Éric Coquerel, que j'ai eu le plaisir d'écouter en commission des finances, puisqu'on y siège tous les deux ce matin, ni avec ce que vous faites dire à Bruno Le Maire et Gérald textuellement, j'aurais pu vous repasser Bruno Le Maire a dit c'est un budget pour les riches. Nous voulons garder, nous voulons garder nos talents, il faut supprimer l'ISF sur les valeurs mobilières. Moi, je vous demande, est-ce que vous assumez que c'est un budget finalement pour les riches, parce que c'est un peu ce qu'on comprend entre les lignes. Alors, je ne suis pas d'accord sur le riche. Déjà, ça ferait l'objet d'un débat qui prendrait un petit peu plus de 20 minutes, je pense, mais il y a quand même un moment où j'aimerais savoir ce qu'est un riche. C'est quoi un riche ? C'est quoi un pauvre ? Parce que moi, dans la politique et dans le projet de loi de finances qu'on propose, je vois beaucoup de mesures pour des gens qui travaillent, qui sont plutôt au SMIC, qui ne sont pas les plus hauts revenus, et qui, non pas en 2022, même s'il faudra attendre effectivement 2022 pour bénéficier de l'intégralité d'un 13e mois, par exemple pour les travailleurs au SMIC, qui dès l'année prochaine, en fin d'année pleine, verront une augmentation de leur pouvoir d'achat. Avec la conjonction de la suppression de la taxe d'habitation, l'augmentation de la prime d'activité et l'augmentation d'un certain nombre de minima sociaux qui vous seront annoncés demain au sein du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc ce que je pense et ce que j'entends de ce que dit Éric Coquerel, c'est qu'en fait, ce qui est proposé là a déjà été proposé par Helmut Schmidt, et en fait, vous êtes en train de m'expliquer que la fiscalité du capital en France est très bien et qu'il ne faut pas toucher. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui partent et qui vont développer leur entreprise, soit aux États-Unis et on pleure, soit ailleurs en Europe, qui vont chercher des fonds, puisque 70% des entreprises françaises ont besoin d'investissement et vont le chercher en Europe. Donc j'ai l'impression que ni sur le constat ni sur les solutions on est d'accord. Une seule chose, c'est que j'ai le sentiment, et je pense que là-dessus, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de bonne foi. Moi, j'ai le sentiment que ça fait 43 ans qu'on a des budgets en déficit structurel. Ça fait depuis que je suis née, moi, j'ai jamais vu un budget sans déficit. Alors, on va y tente des remèdes qui n'ont jamais été tentés. Et c'est un budget ambitieux dans ce sens, parce qu'on fait tout en même temps. Alors, il y a effectivement beaucoup de mesures dans ce budget. Est-ce que vous entendez, Éric Coquerel, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, la prime d'activité, autant d'instruments qui favorisent plutôt les classes moyennes et les classes populaires ? L'allocation adulte handicapé, sauf pour les couples handicapés qui vont perdre de l'argent. Mais je voudrais répondre. Moi, il me semblait, j'avais l'impression d'entamer le débat justement en respectant mes adversaires, c'est-à-dire en respectant leur volonté politique. La phrase que j'ai sortie sur le capital, c'est la phrase de Bruno Le Maire. Non, parce que vous avez parlé des revenus du capital. On parle de fiscalité du capital. Non, je vous dis que c'est exactement la phrase de Bruno Le Maire. Il l'assume en pensant que si on fait venir les capitaux en France, si on les favorise, ça va favoriser les investissements. Je ne reprends que la phrase qui est dans le monde, chacun peut y aller. Ça, je suis d'accord. Donc nous ne sommes pas d'accord avec cette logique. Nous pensons que ça fait 30 ans qu'elle est appliquée, avec les effets moins d'investissement, plus de chômage et moins d'emplois. Mais je vais répondre sur les plus riches. Là, c'est les chiffres aussi. Aujourd'hui, Bruno Le Maire a cité Lénine en disant que les faits étaient têtus. Je vais le limiter. Les 10% les plus riches vont se voir attribuer 2,6 milliards de cadeaux fiscaux sur les 7 milliards. Les 1% les plus riches, c'est plus d'1 milliard.
les 10% les plus pauvres vont perdre 337 euros par mois. Je continue, excusez-moi. Est-ce qu'on pense que les retraités qui gagnent... Oui, mais je ne pense pas avoir été trop long. 1350 euros par mois et qui vont perdre de l'argent font partie véritablement des gens qu'il faut frapper? Ou est-ce que Bernard Arnault, qui va gagner 553 millions d'euros, soit 1,5 fois... Caricature. Non, c'est pas caricature, c'est les chiffres d'Oxfam. Oui, mais Oxfam a arrêté de me vendre Oxfam. Contredisez les chiffres. Comme le FCE que vous vendez à volo. Le FCE, c'est valable pour rien non plus. On a aussi des chiffres très précis sur l'économie française. Si je peux juste que Bruno Le Maire a validé sur les chiffres. Juste pour rappeler un chiffre mis en avant. C'est bien un cadeau pour les riches. C'est un cadeau pour les riches. Juste pour rappeler un chiffre mis en avant dans un rapport très récent de l'OFCE, qui ne peut donc être considéré comme un think tank de droite, sur la fiscalité du capital. Vous dites qu'elle est très avantageuse en France, c'est absolument faux. Elle est catastrophique en France. L'OFCE nous dit que la taxation des revenus de capital peut atteindre parfois jusqu'à 70-75%, quand dans les pays voisins, elle ne dépasse pas 30%. Pourquoi on est le recordman des dividendes. Mais parce que justement, les entreprises sont obligées de servir des dividendes très élevés pour que les actionnaires puissent payer cette fiscalité. On a un capitalisme international qui favorise la rente. On a une fiscalité qui assèche les entreprises. Il faut que vous ajoutiez une chose que là vous oubliez, c'est que chaque année on donne environ 30 milliards entre le CICE et les exonérations sans aucune contrepartie aux entreprises, ce qui est un cadeau énorme pour à peu près 100 000 emplois créés par an selon les visions les plus optimistes, et que ça aussi nourrit la rente parce qu'elle se sert comme elle veut dans ces cadeaux. Donc si vous rajoutez ça, plus la fiscalité injuste qui vient d'être décidée, je maintiens que oui, c'est des cadeaux riches, et oui, c'est surtout des cadeaux aux détenteurs du capital à qui on ne demande aucune contrepartie. Aucune contrepartie. Alors Bruno Jeudi, votre réponse évidemment, Olivier Grégoire. Sur la question des riches et des pauvres, j'avais envie de demander à Olivier Grégoire, puisque c'est vrai que sur la première partie de votre démonstration sur la nécessité de favoriser les entreprises, ce que fait Bruno Le Maire à travers ce budget, à mon avis, ça va dans le bon sens, et c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron. En revanche, sur votre définition des riches, il y a vraiment une faiblesse dans votre argumentaire, c'est est-ce que vous pensez réellement qu'un retraité à 1 200 euros par mois est un riche, puisque c'est le perdant de ce budget. Emmanuel Le Chip expliquait tout à l'heure, chiffre à l'appui, que c'était un des perdants. Le retraité à 1 200 euros qu'on nous sert matin, midi et soir, en l'occurrence, comme 40% des retraités sont exonérés de l'augmentation de la CSG. Donc déjà, il faut remettre un peu l'église au milieu. Mais il n'y a pas la taxe d'habitation. Deuxièmement, il y a aussi, en réalité, les seuls retraités qui vont être exposés sont ceux dont les revenus excèdent un certain seuil, sur lequel nous serons extrêmement vigilants pendant le débat parlementaire, pour le coup. Et ce sont les retraités les plus aisés, ce qui ne correspond absolument pas à l'entièreté. Le retraité le plus aisé, il va profiter de la baisse de la fiscalité sur le capital. Alors que le retraité moyen... Non mais attendez. Si l'objectif de cette émission, c'est de m'enfermer sur 2% de retraités ou 10% de retraités, excusez-moi, mais vous n'y arriverez pas. On est en train d'essayer de se battre sur ce PLF. Laissez-moi une seconde. Vous me parlez des tâches, je vous montre une girafe. On essaye de vous montrer un dessin global et vous me faites rentrer dans une case. Non, mais il y a je vais rentrer dans que vous nous avez vendu un cheval blanc. Vous nous avez dit il n'y a que des gagnants. Vous nous avez dit il n'y a que des gagnants. Laurent Neumann le disait, il va falloir être bon en pédagogie. Et il a raison. Mais laissez-nous un peu expliquer. On essaye d'impulser juste un changement de paradigme et de culture économique. Bien sûr que c'est révolutionnaire de parler de la fiscalité du capital comme on est en train de le faire. Bien sûr que ça fait 25 ans que tout le monde dit à gauche, enfin pas trop à gauche, mais plutôt à droite, qu'il faut le faire. Qui l'a fait ? Voilà. Donc maintenant, on est en train de nous cornériser sur 3%, 10%, 20% de retraités. On va donner des réponses. Moi, ce que je vois, c'est que 60% des Français qui bossent vont gagner dans ce budget. De la personne qui est au SMIC à la personne qui a 2 SMIC, aux familles monoparentales, vous le savez très bien, Éric Coquerel. Le SMIC, ils vont pas gagner. On n'est pas d'accord, etc. Chacun va voir les chiffres. Moi, je maintiens que c'est les 10% les plus riches qui vont être très très favorisés, les revenus capital. Vous maintenez l'inverse. Moi, il me semble que c'est la politique pourtant que vous faites en assumant qu'elle va créer de l'emploi. Moi, je dis qu'elle va pas créer de l'emploi. Moi, j'assume d'augmenter la fiscalité du capital. Pourquoi les plus pauvres, et d'ailleurs pas seulement les plus pauvres, pourquoi la plupart des catégories dans ce pays vont doublement perdre? C'est que là, on a vu la question des recettes. Mais il faut voir aussi la question des dépenses. 16 milliards d'euros en moins, dont 3 ministères, logement, emploi et santé, à hauteur de 4,2 milliards, soit les 3 priorités des Français dans tous les sondages. Et c'est ça qu'on va attaquer en termes de baisse de défense. Plus 13 milliards pour les collectivités territoriales, dont déjà 2,8 TCT. Je le dis parce que hier, M. Édouard Philippe nous a dit qu'il n'y aura pas de baisse. Il y a baisse qui est prévue. Et donc, ces baisses-là, ça va toucher moins de services publics, moins de services, moins de dépenses de l'État, qui sont aussi des recettes dans le PIB. Et donc, c'est toutes les Français qui vont en souffrir. Donc, c'est au grattage et au tirage que les Français vont souffrir.
ces 16 milliards, Olivia Grégoire. Les Français, au bout du compte, le portefeuille des ménages, il va pas en pâtir aussi? C'est une zone floue. C'était à quelle heure la commission? 13h, il est 21h, ça fait 6-7 heures qu'on explique les chiffres. C'est une zone floue. Non. Alors, normal, vous êtes dans votre rôle et c'est normal, mais je vais être dans le mien. Mes chiffres 8, pas 4, du tout. 2. Je ne conteste ni vos chiffres, donc c'est bon. ni votre trio de priorités. En revanche, je vais le compléter si vous m'autorisez. Oui. 2 milliards pour l'éducation. Ok. 1,7 milliard, respect des engagements sur la défense et sur l'armée. 1,6 milliard sur l'intérieur. Un plan juste d'investissement, parce qu'on parle de dépenses, de recettes, on oublie juste les annonces d'Édouard Philippe lundi, des 57 milliards. Non, moitié. La moitié, c'est des crédits déjà engagés. Oui, mais excusez-moi, qu'est-ce que vous essayez de me faire dire? l'a reconnu. Mais on l'a reconnu, le pays à 3 pour rentrer dans les détails. Non, mais c'est important. C'est très important, parce que les 10 milliards... Vous savez que c'est des crédits, donc ce sont des crédits réalisés. Ok, ça, et les 10 milliards du pays à 3 qui n'étaient pas financés, par exemple, du dernier gouvernement, qu'on va nous financer, on met quand même des dizaines de milliards, notamment 15 sur la formation professionnelle sur 5 ans, 20 sur la transition écologique. J'ai relu le programme de M. Mélenchon. Par quoi vous vouliez faire la révolution? Parce que nous avons une logique totalement inverse de la vôtre. Ah bah oui, c'est que nous pensons qu'il ne faut pas fiscalité écologique qu'on essaye de faire. De Maastricht et qu'il faut relancer l'activité par une politique de la demande avec une transition écologique. Me parler d'austérité. Me parler d'austérité. Quand vous pointez 3 ministères là où la plupart augmentent, je ne suis pas d'accord. Moi, je vous respecte aussi. Vous pointez ce que vous estimez être vos tâches. Moi, je voudrais qu'on regarde encore une fois. Logement, santé, les APL, vous savez très bien que ça marche pas, Éric Coquerel, mais ça va pas. 40 milliards d'euros de dépenses publiques, 20 milliards d'APL, 4 millions de gens dans la rue. À M. Bernard Arnault, ça va marcher pour l'économie. Mais arrêtez les caricatures, arrêtez avec Bernard Arnault. Vous allez nous faire 3 mois avec Bernard Arnault. Moi, je vous parle des TPE, PME et des mecs qui ont des commerces. Je vous parle de ces gens-là. Je vous parle des entreprises. C'est pas que Kering, les entreprises. En réalité, vous dérégulez toute la politique du logement. Ça va faire un problème de plus. Les contrats aidés, on continue. Dans ce pays où le logement est déjà trop cher. Contrats aidés, on continue. Alors, s'il vous plaît, je voudrais aussi aller sur un sujet sur lequel on ne va pas non plus vous mettre d'accord. A priori, encore que, sait-on jamais, le mariage franco-allemand, allemand évidemment, Siemens, Alstom, parce que c'est aussi l'actualité du jour. Il y a beaucoup d'actualités économiques aujourd'hui. Pas d'accord non plus. Mais... Ah bah, non, vous n'êtes pas d'accord non plus, mais c'est pour ça qu'on c'était intéressant de nous avoir sur ce plateau. Sinon... Là, il y a quand même un léger problème sur cette affaire. Alors allez-y, Bruno, jeudi. Mais c'est-à-dire qu'il y a un mois à peu près, Bruno Le Maire est monté sur ses grands chevaux en expliquant que STX, chantier naval à Saint-Nazaire, qui était menacé de passer sous pavillon italien, serait nationalisé et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Le temps que. Bon, voilà. Et ce soir, on apprend finalement que 51% la France autorise la prise de Emmanuel Macron est redevenu banquier d'affaires sur cette affaire. De l'italien dans le chantier français, alors avec une petite subtilité sur le 1%. À quoi ça sert tout ce cinéma? À quoi ça sert tout ce cinéma si un mois plus tard? Mais non, mais le cinéma, moi je pense que je l'ai pas vu à cheval, Bruno. Non, mais je veux dire, non, mais l'idée c'est que pourquoi vous défendez pas directement l'idée qu'il y a besoin de géants européens? Alors, je défends l'idée plutôt que de faire croire aux salariés que ça va rester français. Alors, moi je défends l'idée qu'il faut des géants européens. S'il avait fallu parler d'Alstom et de Siemens, c'eût été un plaisir d'en parler parce que je suis plutôt contente de ces nouvelles et je pense que c'est comme ça qu'on va adresser le marché mondial avec des leaders européens. Vous l'avez dit, sur le 1%, on a un certain nombre de garanties. C'est assez simple. Soit ça se passe avec les garanties qu'on a posées, soit on se retire et on se retire de l'accord. Je voulais juste dire, moi j'ai eu le sentiment en écoutant Bruno Le Maire, excusez-moi, et c'était écrit d'ailleurs dans son discours, que c'était la position d'un État qui intervient lorsque un fleuron était en danger. Il n'a jamais été dit que jusqu'à la vie et à la mort d'STX, l'État resterait actionnaire. Donc on peut aussi envisager que l'État ait été là, le temps d'eux, et que maintenant qu'une solution viable a été trouvée, l'État se retire. Excusez-moi, moi ça me choque pas. Éric Coquerel, vous n'êtes pas choqué? Vous êtes comment par rapport à cette fusion? Est-ce que vous dites pas, ben voilà, aujourd'hui c'est le patriotisme européen et non plus le patriotisme français, parce qu'il y a une urgence aussi? Oui, mais le patriotisme européen, excusez-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'Allemagne aujourd'hui... Non, je vous le dis. L'économie allemande conserve ses intérêts et sait défendre ses intérêts. Madame Merkel sait défendre les intérêts de l'industrie allemande. D'accord ? Et nous arrivons la bouche en fleurs en expliquant qu'au nom d'une menace chinoise, eh bien, on brade en réalité ce qu'il reste de l'industrie française dans des secteurs qui sont théoriquement absolument essentiels. Pour la relance de l'activité maritime et économie marine dans le cadre des chantiers STX et pour la question du transport et avant des éoliennes marines il y a 2 ans, dans le cas d'Alstom. Je vous rappelle qu'on nous a fait plein de promesses au moment de la fusion, l'absorption d'Alstom par General Electric sur un secteur fondamental pour la transition écologique parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus un seul fabricant français d'éoliens marins. Et le bilan... Qu'est-ce que vous dites alors quand la France rachète aussi en Allemagne PSA qui vient de racheter Opel par exemple, et les entreprises françaises qui ont acheté...
qui ont acheté l'an dernier 93 sociétés allemandes. Non, mais qu'est-ce que vous dites dans ces cas-là? Moi, je vous réponds là sur la question que vous me posez. Oui, non, mais du d'accord, secteur stratégique de transport TGV que représente Alstom. Ce que je vous dis, et prenons date, puisque Olivia Grégoire défend ce plan, c'est que dans 3-4 ans, on n'entendra plus parler des précautions, soi-disant, d'emploi qui ont été faites. Alstom aurait été absorbé, puisque Siemens est majoritaire, par l'entreprise allemande, et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà exactement comme ça a été le cas avec Alcatel. Nous sommes en train de brader ce qu'il reste de l'industrie française dans des secteurs absolument stratégiques. Donc, qu'on ne vienne plus nous parler après de transition écologique, de révolution du transport. Donc c'est ce que vous nous dites. Mais rendez-vous pour le coup dans 3-4 ans, il sera intéressant parce que je suis plutôt quelqu'un de déterminé et d'assez cohérent, donc on verra où ça sera. Deuxièmement, moi je suis contente qu'on contribue à la naissance d'un constructeur qui va être le deuxième constructeur mondial. Mais attendez, vous parlez de garantie tout à l'heure, vous parlez de garantie pour les salariés, mais pardon, mais ce ne sont pas des promesses de Gascon, parce que la logique économique, c'est bien, mais les promesses dans 4 ans... Ça a été le cas avec General Electric, excusez-moi de le dire. Je vois les accords signés et les engagements signés, je vois la reprise de l'ensemble des engagements pris par l'État en 2016 concernant le site de Belfort. J'ai écouté Damien Mello tout à l'heure, le maire de Belfort, qui m'a semblé circonspect, mais pas paniqué. Je crains que si on... Voyez-vous. Je voudrais juste une question. Qu'est-ce que vous proposez, les Insoumis? Il n'y avait plus rien à faire. Xavier Bertrand dit ce soir que l'industrie française est reléguée en deuxième division. Et Laurent Wauquiez ajoute que Salman qui rachète la France et Emmanuel Macron. Attendez, je vous réponds. On nationalise. Je vous réponds sur 2 reprises. Dans des secteurs aussi stratégiques, on nationalise. Et au lieu de vendre nos actions, comme vous allez préparer à le faire dans le budget, d'entreprises qui rapportent plus fort que les taux d'intérêt sur lesquels l'argent va être placé, puisque vous allez le faire aussi, eh bien, là aussi, l'État garde ce qui est aujourd'hui un résultat intéressant, puisque la rente capitalistique de ces entreprises, comme c'était le cas pour les autoroutes, parce que c'est à peu près le même scandale, eh bien, aujourd'hui, on va les donner à l'encan. Voilà cette politique de dribble qu'on nous prépare. Et donc, c'est le contribuable qui paiera, parce on augmente les impôts, parce qu'on n'a plus d'argent. Il y a une dette. Alstom est trop petit aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution qu'un rapprochement. Je n'ai pas votre analyse. Mais on peut faire des coopérations. Et Philippe Martinez le disait tout à l'heure, je lui donne raison. Mais c'est pas la peine de développer un géant allemand. Ça ne sera pas un géant européen. Vous le verrez dans 3-4 ans. Merci à tous les 4. C'était animé et c'était garanti. Merci beaucoup, Olivia Grégoire, Éric Coquerel, Bruno Jeudi, Emmanuel Le Chypre. Grand angle à suivre, si vous m'entendez bien. Très bonne soirée à tous. Et c'est Céline Pitelet.